Bonjour tout le monde, j'espère que vous arrivez à m'entendre. Alors, je vais voir un petit peu les personnes présentes. Alors, présent donc Cédric Silver, Ibrahim Gissa, Mohamed Mazi, Mohamed Benbrik, Oumaima Jetour, Slimane Amsid. C'est bien ça. Bien. Alors, on commence aujourd'hui. Plutôt on continue, excusez-moi, ce qu'on avait entamé la fois passée sur que je me retrouve. Sur les sources du droit international économique. Donc, on est arrivé à la partie où les sources du droit international économique, on avait fait les sources classiques et on avait entamé la fois passée les sources du droit international économique qui, cette fois-ci, se rattachent soit aux ordres nationaux, soit à l'ordre international, soit encore à un tiers ordre, dont l'existence, bien sûr, on va le voir, elle demeure controversée. Bien, alors maintenant, le cours aujourd'hui, nous allons consacrer à ces sources de tiers ordre. On avait vu que les sources nationales, elles étaient constituées par des actes unilatéraux des États. On avait vu aussi que les sources internationales étaient constituées par des sources conventionnelles ou des sources non conventionnelles. Et puis, enfin, aujourd'hui, nous allons voir ces sources, en fait, qui ne sont ni ces sources qui ne sont ni qui ne se rattacheraient ni à l'ordre juridique national, ni à l'ordre juridique international interétatique. On les appelle les sources de tiers ordre. Alors, ces sources de tiers ordre, elles vont constituer ce qu'on appelle les différentes lex. Et donc ces lex-là, donc ces sources-là, elles partent du principe qu'il existerait un droit transnational, c'est-à-dire qui transcenderait les États et qui dépasserait largement les frontières étatiques. On les appelle ce type de droit transnational qui n'est pas étatique, qui n'est pas du droit international en fait, qui n'est pas constitué par des sources ni nationales ni internationales et qui se veut à la marge de ces sources-là, va soulever cette question des lex. On les appelle les lex. Alors il y a plusieurs lex, on va les voir par la suite. Il a soulevé la question des lex, ou bien ce qu'on appelle le contenu des règles qui constituent ces lex. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, la conception, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la conception du droit dominante, elle est marquée, comme vous le savez, vous l'avez vu quasiment depuis le démarrage de vos cursus, votre cursus universitaire. Excusez-moi, je voudrais juste vérifier. Ok. Le démarrage de votre cursus universitaire, vous avez alors, vous avez été très tôt familiarisé avec l'idée d'une conception du droit qui est dominante et qui est marquée par un dualisme, selon lequel il existerait deux sources de droit. Il y a des droits nationaux, donc étatiques, et puis il y a le droit international ou ce qu'on appelle le droit interétatique. Enfin, c'est une dichotomie, c'est une dualité, sauf que justement, avec l'évolution de certaines branches, notamment économiques, il y a des auteurs, donc il y a une évolution qui fait que tous les ordres juridiques, tous les ordres juridiques qui sont des créations des États,
et qui part du principe que le droit international a vocation à gouverner exclusivement les relations entre États, est de plus en plus relativisée. Là, cette conception-là, elle renvoie à l'idée d'un droit entièrement public. Par contre, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est qu'on va découvrir l'évolution des relations internationales, économiques ou autres, notamment commerciales, investissement. Ils vont provoquer l'apparition de ce qu'on appelle des lex. C'est un troisième droit, c'est un troisième ordre. Et cet ordre-là, on appelle ça le tiers ordre, ces lex-là, c'est un ordre, euh, euh, c'est un, c'est un tiers ordre, c'est un troisième droit qui est créé par des personnes privées. Pourquoi faire? C'est pour régir des rapports de droit privé. Et donc là, il va y avoir un sérieux rapprochement euh, euh, avec du droit interne, notamment du droit privé, avec le droit privé. Bien. Par contre, ils vont se présenter, indépendamment de ce rapprochement, ce troisième droit va se présenter comme du droit non national. Et puisqu'il va se présenter comme un droit non national, ça va l'éloigner donc du droit national et va plutôt le rapprocher du droit international. Donc là, en conséquence, on est sûr du caractère non étatique de ce droit. Bien. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que normalement, le premier a priori pour un petit peu limiter notre champ de travail, il faut savoir que quand on parle de droit, on dit toujours, le droit est toujours l'expression célèbre. La sanction suit l'obligation. Quand il y a un droit, quand il y a une obligation, forcément, il faut s'attendre à une sanction prévisible, susceptible d'être imposée par des voies de coercition, de contrainte. Et c'est ce qui, en fait, on vous a très tôt sensibilisé à cela, c'est ce qui, en fait, va distinguer euh, les règles de droit des règles, par exemple, d'éthique, de morale, éducative, etc. D'ailleurs, à ce niveau-là, Kelsen, si vous vous rappelez, dans la pyramide de l'ordre, il conçoit déjà l'ordre juridique comme un ordre de coercition. Donc, quand on parle de droit, on est totalement imbibé dans une connotation de droit étatique. Alors, maintenant, l'apparition du droit, elle va dépendre de l'existence d'un appareil qui dispose centralisé, qui dispose du monopole de la violence légitime et qui monopolise la contrainte, ce qu'on appelle la violence légitime, donc la contrainte. Et cet appareil doit être centralisé. Donc, il s'agit en l'occurrence de l'appareil étatique. Donc, le droit va dépendre de l'existence euh, d'un appareil étatique monopolisant, qui a le monopole de la violence légitime. Et vous êtes au courant que quand on veut appliquer cette définition au droit international, ça se complique. Parce qu'en droit international, la force n'est pas vraiment au service du droit, et moins encore à sa disposition. Alors, cette définition du droit utilisée en droit interne,
à l'intérieur des frontières d'un État, si elle paraît logique dans un cadre souverainiste étatique, elle devient complètement inadéquate lorsqu'on élargit le point de vue au niveau du droit international. Et donc, plus on a un prolongement, plus on creuse au niveau international, plus on prolonge au niveau international, plus on s'aperçoit qu'il existe d'autres voies d'approche qui sont possibles. Et donc, là, vous avez, par exemple, en droit international, vous avez d'autres possibilités d'approcher le droit international, alors qu'il existe une seule possibilité d'approcher le droit interne. Par exemple, en droit international, on peut définir le droit comme un système de rationalisation des rapports sociaux qui va se caractériser par l'édiction des règles de conduite et dont va découler des groupes, des individus, des droits et des obligations, mais aussi l'établissement d'institutions, de mécanismes destinés à aménager les rapports sociaux en fonction des situations individuelles. Par exemple, tout ce qui est acte administratif, contrat d'État, contrat, les incoterms, etc. Mais aussi, soit dans le cadre donc elle vise à aménager, ou bien elle va viser aussi à résoudre des conflits résultant de la violation de ces règles ou des divergences dans l'interprétation de ce qu'elles autorisent ou requièrent. Alors là, je suis carrément, je vous renvoie vers les structures judiciaires. Deuxième caractéristique, au niveau par cette territorialisation, deuxième caractéristique, c'est que, excusez-moi, pardon, c'est que le droit a une structure complexe. Il est toujours, le droit, vous l'avez vu, il est toujours organisé, structuré, constitué en système, en ordre. Et donc, la structure de ce droit, elle va varier en fonction des particularités de chaque société, et notamment en fonction des demandes sociales, qui sont propres à chaque société, bien sûr. Alors, justement, ici, le système de distribution du pouvoir et des moyens de contrainte à la disposition du pouvoir dans la société considérée va déterminer largement les caractères de l'ordre juridique qui vont la régir. Alors, quand on parle de droit, la concentration du pouvoir dans l'appareil de l'État va entraîner la centralisation plus ou moins poussée des fonctions de création de droit, va entraîner la centralisation plus ou moins poussée des fonctions de contrôle de l'application du droit. Elle va aussi entraîner la centralisation plus ou moins poussée des fonctions de sanction du droit. Donc, pour résumer, le droit étatique va bénéficier de cette centralisation en ce que les mécanismes de contrôle de son application, mais aussi d'exécution, bien sûr par la force, par la coercition, par la contrainte, vont acquérir une efficacité assez importante, assez remarquable. Par contre, quand on va réfléchir maintenant à la société internationale, les choses sont plutôt inversées. On avait vu les constructions, on avait vu les titularités la fois passée dans un cours passé. La situation va s'inverser quand on passe à la société internationale. Quand on passe à la société internationale, le pouvoir va appartenir individuellement aux unités politiques composant bien sûr cette société. Ce sont des États souverains, indépendants, on l'avait vu, qui ont des frontières protégées. Et donc, là, contrairement au droit interne, ce sont ces États-là, en qualité de sujet de droit, mais aussi en qualité de membre d'un corps social très particulier, qui participent à la création du droit.
Alors, par quels moyens? On avait vu soit par leur pratique répétitive, donc on appelle ça la coutume, le processus coutumier, soit par des moyens, soit en interagissant entre eux par des accords et des relations conventionnelles. Et c'est toute la partie, je vous renvoie à toute la partie qu'on avait vue, la partie traité. Donc finalement, ce sont ces États-là, et c'est à eux en fait qu'il revient de mettre sur pied et de faire fonctionner les procédures de règlement des différends qui sont nées de leur conflit d'intérêts. Là encore, il n'y a pas de centralité, mais ce sont les États au niveau international, dans la société ce sont les États eux-mêmes qui, euh, qui vont mettre sur pied ces procédures de règlement des différends. Et donc forcément, l'efficacité de l'ordre juridique va souffrir de cette situation, mais pas au point en fait d'empêcher le droit international de remplir ses fonctions de rationalisation des rapports interétatiques entre les États, bien sûr. En tout cas, au moins dans des temps de non-crise politique, surtout dans des temps d'apaisement, dans des temps, ce qu'on appelle le temps normal, et non pas dans un temps de guerre. Bien. Alors, maintenant, chaque ordre juridique va chercher en lui-même sa propre légitimité. Alors, le droit interne, pour des raisons de symétrie, doit faire place au droit international dans la mesure où celui-ci pose des règles intéressant les particuliers, sans quoi l'État ne pourrait pas s'acquitter de ses obligations internationales. Parfois, il fait en transformant ces règles en droit interne, mais à travers les actes unilatéraux, euh, mais très souvent par des clauses de reconnaissance générale, euh, notamment au niveau du droit conventionnel, tout ce qui va émerger des traités, des conventions internationales. Le droit interne va aussi admettre l'application de droit étranger dans certaines circonstances et à l'égard de certaines personnes en raison de leur caractère transnational ou parfois même national. On appelle ça, c'est un peu l'objet des règles de droit international privé. Bien. Alors là, on a fait un petit peu, on a mis un petit peu l'accent sur le, les difficultés et puis la faiblesse, la faible tolérance des ordres, degré de tolérance de ces ordres juridiques internes et internationaux, ce qui soulève de nombreux problèmes entre droit étatique et entre ces droits et le droit international. Alors là, d'où la question, effectivement, est-ce qu'il n'y aurait pas une place pour un troisième type d'ordre juridique qui serait transnational, mais pour un ensemble de règles juridiques qui ne se rattachera à aucun ordre, ni national ou international. Bien. Alors justement, d'où justement la formation d'un ensemble cohérent de règles transnationales qu'on appelle normalement la lex. Alors la première lex, ce sont des lex mercatoria. Euh, les premières lex qui sont apparues ont été des lex mercatoria. Euh, et ces lex mercatoria dépendent euh, de l'existence d'un réseau de relations commerciales qui vont échapper, en tout cas au moins partiellement, au contrôle des acteurs étatiques.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les relations internationales, elles sont quand même, qu'on le veuille ou pas, elles sont dans plusieurs aspects, elles vont être soumises au droit interne. Parce qu'en fait, elles ne se construisent pas de façon virtuelle. Euh, et que, en fait, parce que aussi, il faut savoir qu'on est arrivé à un temps de territorialisation, ce qu'on appelle d'étatisation de la planète. Pratiquement tous les espaces planétaires, tout l'espace en fait terrestre a été étatisé. Euh, donc là, euh, ces relations, elles vont plus ou moins être attachées à un certain moment à une certaine souveraineté étatique ou à une autre. Donc là, le problème ne se pose pas. Toute relation économique internationale peut toujours la rattacher à un ou plusieurs territoires étatiques. Et puisqu'on peut la rattacher à un ou plusieurs territoires étatiques, cela signifie aussi qu'on peut la rattacher aux ordres juridiques territoriaux. Et donc, ce sont plutôt ces rattachements territoriaux, justement, vont dépendre de l'aspect de la relation considérée. Alors, je vous donne des exemples. Par exemple, comme élément de rattachement, la nationalité, par exemple, le statut personnel des particuliers dans une transaction, enfin des acteurs à une transaction. Alors, statut personnel, ça peut être soit la nationalité, ça peut être la résidence, le mariage avec une nationalité différente ou pas, etc. Donc, ce statut personnel des parties à la transaction, et ces parties peuvent être en fait soit des personnes physiques qui ont une nationalité résidente, ou bien des sociétés qui ont aussi, alors le statut, ça peut être la maison mère, le lieu de constitution, le siège social, etc. Alors, je disais, on peut citer donc comme des exemples de rattachement, vous avez le statut personnel d'un acteur physique privé, d'un acteur personne morale, ou bien d'un État. On peut aussi citer comme élément de rattachement territorial de ces relations internationales économiques la question de la localisation des biens, des services. Et ça, c'est important pour étudier l'exécution des biens. Est-ce que, je ne sais pas moi, un puits de forage pétrolier, où est-ce qu'il est localisé? C'est une société américaine, mais le puits de forage, est-ce qu'il est localisé au Yémen, en Irak ou en Bolivie? Et enfin, un troisième élément qui montre des éléments de rattachement, il y a le troisième élément territorial, c'est le siège, l'endroit, l'espace, le territoire, donc le siège de l'instance arbitrale, l'instance de négociation, en cas d'hypothèse de règlement des différends. Donc le lieu de l'instance arbitrale en cas de différend, le lieu, le siège, l'espace. Donc c'est un troisième élément de territorialité. Bien. Alors là, par exemple, toutes les relations commerciales, ou plutôt tous les textes juridiques, toutes les lois internes, les actes latéraux d'ordre législatif sur les sociétés, sur la fiscalité, sur la monnaie, les fluctuations monétaires, sur l'investissement, euh, les mesures d'exécution qui s'appliquent aux relations commerciales avec les étrangers, euh, etc., et aussi bien celles qui ont un caractère purement national, elles concernent spécialement pardon, des transactions transnationales. Sauf que
En même temps, vous convenez bien, si on raisonne toujours en termes de territorialité, vous allez bien convenir que la nature même de ces transactions, vous savez, des transactions monétaires, des transactions fiscales, etc., elle va doubler, elle va croiser, elle va multiplier les liens de rattachement. Bien sûr, les liens de rattachement territoriaux, de sorte qu'il devient difficile, parfois même impossible, euh, pour un seul ordre juridique de prétendre soumettre tous leurs aspects juridiques à ses propres règles. Et même, il devient aussi également difficile, même l'appel aux règles de conflit de loi ne permet pas toujours de donner, bien sûr, dans tous les cas, des solutions satisfaisantes. Alors là, on se retrouve dans des multiplicités de rattachements, en tout cas, ce qui va, en fait, ce qui va diluer le contrôle exercé par les États. Et là, la question de la territorialité va se poser au niveau du règlement et le contrôle de l'État plutôt, la question de la territorialité va complètement déranger la souveraineté des États parce qu'en multipliant les rattachements, cela va diluer, va noyer le contrôle exercé par les États. D'ailleurs, même au point où parfois certains dont la loi est applicable peuvent même n'avoir aucun intérêt à ce contrôle-là. Par exemple, l'état de siège du tribunal arbitral lorsqu'il s'agit d'une transaction entièrement réalisée entre des étrangers. Par contre, les parties à des transactions transnationales, ils vont disposer dans certaines limites ils vont disposer parfois, dans certaines limites, toujours dans la territorialité, ils vont disposer de moyens juridiques d'échapper de facto aux ordres juridiques nationaux. Je vous donne des exemples. Alors, par exemple, quand vous avez des transactions qui sont réalisées entre des succursales ou des filiales qui appartiennent en fait au même groupe transnational, ou par exemple des relations à l'intérieur d'un seul groupe. Un deuxième exemple, les partenaires à une transaction transnationale qui connaît des difficultés peuvent éviter tout recours à des tribunaux pour résoudre ces difficultés en instituant bien sûr une instance arbitrale transnationale. C'est le cas par exemple des différends relatifs à l'investissement. Eh ben, tous les différends relatifs à l'investissement, ils sont jamais portés devant des instances juridiques étatiques, mais plutôt devant des instances transnationales, comme les tribunaux arbitraux, comme le CIRDI, le Centre international de règlement des différends relatifs à l'investissement, qui est un tribunal arbitral. Ils vont parfois remonter, résoudre ces difficultés en instituant des tribunaux arbitraux, des tribunaux arbitraux ad hoc, spécialisés, ou bien ils vont aller recourir à des CCI, des ONG, des chambres de commerce internationales, qui constituent en fait des tribunaux arbitraux. C'est le cas très souvent quand on va voir cette partie-là, quand on va traiter la question des contrats d'État. Un contrat d'État, c'est un contrat qui est conclu entre un État et une firme disposant d'une nationalité différente de la nationalité de l'État contractant. Alors, dans les contrats d'État, c'est un contrat entre un État, qui est un géant juridique, et une société qui est un nain juridique, mais c'est un monstre économique, alors que l'État, c'est un nain économique. Et donc, cette société, elle est étrangère, puisque son siège est enregistré à l'étranger. Alors, que se passe-t-il au niveau de la contractualisation, la nature du contrat? Ce qui est sûr, c'est que forcément, ce contrat-là ne va absolument pas être soumis aux droits de l'État contractant.
on ne peut pas le soumettre au droit de l'État parce que l'État est un co-contractant. Et donc, l'État, en étant co-contractant, ne peut pas avoir une deuxième qualité qui est en fait celui auquel le contrat va être soumis, alors qu'il ne peut pas être juge et partie. Et c'est ce qui fait que forcément, l'autre partie contractante, qui est la partie privée, pour éviter, pour contourner les difficultés qui peuvent, ou bien les risques que peut contenir ce type de contrat, pour se sécuriser dans le cas de la sécurité juridique, eh bien ces sociétés-là vont amener la partie, enfin, ces difficultés-là vont amener la partie privée, donc le contractant privé, l'investisseur ou l'homme d'affaires, à réclamer à la partie publique, qui est ce monstre juridique qui est l'État, euh, à accepter que le contrat soit détaché de sa loi nationale, de l'État en cause. On appelle ça, ça c'est l'entité théorie Calvo qui part du principe qu'on ne peut pas nationaliser le droit de l'investissement, par exemple. Euh, les règles relatives à l'investissement ne peuvent pas, qui sont produites par l'État, ne peuvent pas être imposées aux contractants de l'État, qui est l'investisseur. Alors, la première conclusion, c'est que certes, les relations transnationales peuvent échapper au contrôle de l'État, mais elles ne vont échapper que de façon relative pour l'instant, que de façon partielle au droit étatique. Mais puisqu'elles échappent quand même au moins partiellement, ben cette partie, ce qu'on appelle ce partiel-là, il faut bien le remplir, et ce vide qu'il faut remplir va donner naissance à ce qu'on appelle une lex. Ça peut être soit une lex mercatoria dans le domaine commercial, dans le domaine pétrolier, ça a été le cas avec la lex Petrolia. Maintenant, nouveauté avec la lex Technologia, le nouveau etc. Donc, c'est le cas un petit peu de l'ordre juridique international qui, pour un certain nombre de problèmes, va être obligé parfois aussi de renvoyer leur solution au droit interne. Pardon. Une minute.
Pardon, je reprends. Donc on disait que sur la question de la territorialité, bien. Alors, la première conclusion, c'est que certes, les relations internationales, on a vu dans le cas des contrats d'État et puis dans les autres exemples, dans certaines catégories de relations transnationales, excusez-moi, pas internationales, mais dans quelques catégories de relations transnationales, effectivement, elles peuvent échapper partiellement au contrôle de l'État. On a vu comment est-ce que l'État ne peut pas être en même temps jugé partie dans certains cas, dans certaines catégories, comme pour les contrats d'État. Et donc, elles vont échapper par conséquent au droit étatique, ce qui va autoriser l'existence de ce qu'on appelle des lex, mercatoria, lex, etc. Mais on ne peut pas aller on ne peut pas avoir la prétention de constituer, d'accepter euh, euh, ou prétendre l'existence carrément d'un ordre juridique qui va régir des relations commerciales, des relations pétrolières, des relations technologiques transnationales sous tous leurs aspects. Donc, cela exclut de parler d'un ordre juridique transnational. Comme nous l'avons vu, un ordre juridique n'est pas nécessairement complet et totalement autosuffisant. Donc, c'est le cas, par exemple, de l'ordre juridique international qui, pour un certain nombre de problèmes, est obligé de renvoyer leur solution au droit interne. Deuxième chose, c'est que les relations transnationales, donc pas exclusivement interétatiques, mais plutôt entre soit des États et des acteurs privés, ou bien entre des acteurs privés entre eux. Donc ces relations transnationales, ou bien ces relations, ou certaines d'entre ces relations-là, elles paraissent suffisamment détachées sous certains aspects. D'un ordre juridique national unique pour que la solution des problèmes juridiques qu'elle pose, bien sûr sous ces aspects, puisse raisonnablement être recherchée ailleurs que dans un droit étatique quelconque. Et c'est pour ça que ici, il y a une place idéalement à ce qu'on appelle un droit spécifique. C'est un peu la zone idéale. Ce droit spécifique serait spécialement adapté aux particularités de ces relations. Donc, il répondrait mieux à ces particularités-là. Il va répondre aussi à leurs besoins juridiques. D'ailleurs, ce qui va encourager la formation et il va faciliter la formation de cette lex, de ce droit, c'est que les acteurs de ces relations transnationales, ils vont réussir à se donner les moyens de ne pas recourir au service des États. Notamment, ils vont se donner les moyens de ne pas recourir au service des droits nationaux pour résoudre les difficultés qu'ils vont rencontrer. Je vous ai donné l'exemple, par exemple, dans un contrat d'État, les deux acteurs vont se donner les moyens, et l'État et l'investisseur international vont se donner les moyens, donc l'acteur étatique et l'acteur privé, l'investisseur, vont se donner les moyens de ne pas recourir au service de l'État, donc au service judiciaire ou juridique de l'État, aux tribunaux de l'État. Mais ils vont résoudre leurs difficultés à l'extérieur
l'État et l'investisseur vont résoudre leurs difficultés à l'extérieur des tribunaux étatiques. Autant les tribunaux étatiques de l'État d'origine de l'investisseur ou bien de l'État d'accueil de l'investisseur avec qui l'investisseur contracte le contrat d'État. Et donc, pour résoudre ces difficultés, et l'État d'accueil de l'investisseur et l'investisseur euh, vont opter pour des solutions transétatiques, pour des solutions à l'extérieur, donc à l'extérieur du territoire normatif étatique et à l'extérieur de l'arène juridique étatique. D'où justement le développement de ce qu'on appelle l'arbitrage transnational, les autres types de règlements alternatifs, la négociation transnationale, etc. Donc, ce sont des instruments, ils vont apparaître comme des instruments idéaux d'élaboration d'un tel droit. Et même, ils vont lui donner sa chance de se former. Cependant, il faut savoir que, par exemple, dans ce cas de figure où l'État est court-circuité en termes de règlement des différends, ce n'est pas les instances juridiques internes de l'État qui vont régler ce type de différends, ce type de différends, mais n'empêche qu'il est nécessaire de recourir au droit interne pour exécuter les décisions arbitrales. Et donc, à travers ce qu'on appelle les procédures d'exéquature. Et le fait à chaque fois d'être obligé d'avoir les procédures d'exéquature, ce qu'on appelle les ordonnances d'exéquature du juge interne, fait que le passage par le judiciaire en tant que la cour interne, donc par le tribunal de l'État, devient un passage obligatoire pour exécuter, parce que sans ordonnance d'exéquature du juge interne, le règlement arbitral n'aura pas force exécutoire. Et donc le fait de revenir en fait à revenir au truchement et au biais de l'État, ça va constituer un petit peu un frein à ce développement de ce qu'on appelle de ce niveau lex, de ce panel qui est la lex. C'est l'exemple, par exemple, à l'intérieur d'un groupe transnational de sociétés qui exercent leur activité dans plusieurs États, donc c'est des filières. Qui vont, en exerçant donc leurs activités dans une pluralité d'États, fournit au contraire les moyens d'une beaucoup plus grande indépendance dans la définition des règles transnationales, qui quand même, il faut le savoir, elles vont rester très limitées dans leur portée aux relations internes du groupe, donc de la mère, du siège international. Bien, alors là, d'où la question effectivement de ce droit, et surtout sur la question de la définition de ce troisième ordre, de ce droit qui s'y rattache. L'idée, c'est qu'on ne peut parler vraiment d'un droit tiers que s'il est formé un véritable ordre juridique transnational. C'est-à-dire bien plus que ces épisodes isolés de règles qui vont apparaître de temps en temps de manière isolée, il faudrait plutôt concevoir les choses dans une configuration d'un véritable système de normes
qui vont s'appuyer sur un système autonome de sources et qui vont disposer de mécanismes appropriés pour le contrôle de son application. Je vous donne l'exemple, par exemple, de la Lex Mercatoria. Je viendrai tout à l'heure à la Lex Petrolia. La Lex Mercatoria, par exemple, elle suppose l'existence d'une communauté marchande et industrielle multinationale, mais elle doit être en fait suffisamment cohérente dans ses comportements pour donner naissance à un corps de règles qui vont présenter de tels caractères. Donc là, c'est une question de fait. Excusez-moi, une minute, s'il vous plaît. Merci. Une petite pause, s'il vous plaît. Donc je disais, quand on prend l'exemple de la Mercatoria, il faudrait l'existence d'une communauté de marchands, des marchands, et une communauté d'industriels multinationaux qui seraient suffisamment homogènes. Ces marchands et ces industriels devraient être homogènes dans leur comportement pour pouvoir donner naissance à un corps de règles qui présente de tels caractères. Bien. Alors, la première des choses, c'est qu'il existe un certain nombre de pratiques qui ont tendance à se généraliser. Elles font apparaître, sur la scène, avec la mondialisation, vont apparaître de nouveaux types de contrats, souvent d'une grande complexité, qui n'avaient pas leur équivalent dans les usages commerciaux internes. Par exemple, les contrats clés, les contrats dits de développement, les différents arrangements conventionnels qui vont remplacer les systèmes de concession, si bien sûr celles-ci ne donnent pas lieu à des nationalisations. Alors, quand on va un petit peu comparer les solutions contractuelles qui sont retenues et susceptibles, bien sûr, et qui sont susceptibles de fournir bien sûr des éléments de réponse, des éléments de réponse aux différentes lacunes qui affectent ces contrats, et donc vont finalement conduire à formuler de véritables règles supplétives de la volonté des parties. Donc un droit commun de ces divers types de contrats
ce qu'on appelle un supplément transnational au chapitre des codes nationaux consacrés aux contrats spéciaux. Des règles de même type peuvent s'être formées en matière de règlements internationaux. Quand on va aussi analyser la prolifération des arbitrages ou des sphères de négociation, de règlement des différends alternatives sur la scène internationale, cette prolifération de ces types de règlements alternatifs des différends, ils vont favoriser l'apparition de ce qu'on appelle d'un droit commun également dans ce domaine. Et ce droit commun, il va avoir également une valeur supplétive, mais peut-être aussi dans certains cas, il peut avoir aussi une valeur impérative. Je vous donne un exemple. Par exemple, le tribunal arbitral, l'arbitrage CIRDI, il n'a pas la même valeur, il n'est pas, il n'a pas la même valeur que l'arbitrage, je sais pas moi, CCI. L'arbitrage CIRDI, c'est un arbitrage qui a une vraie valeur impérative à partir du moment où les décisions du tribunal CIRDI, même si c'est un tribunal arbitral, euh, tous les, tous les, tous les règlements arbitraux du CIRDI vont avoir la force, ils vont avoir l'autorité de la chose jugée au même titre. C'est comme si c'était un jugement d'un tribunal, euh, d'une cour de justice interne. Donc, alors là, les solutions, la valeur du CIRDI, la valeur arbitrale du CIRDI n'est pas supplétive, mais elle est plutôt impérative, puisqu'elle est dotée, le règlement CIRDI est doté de l'autorité de la chose jugée. Par contre, vous allez dans un arbitrage d'une autre cour arbitrale comme la CCI, par exemple. Là, c'est différent parce qu'en fait, la CCI peut la valeur, en fait, c'est une valeur supplétive parce que le règlement des différends qui va être déduit de la CCI euh, doit, pour être exécutoire, pour avoir l'autorité de la chose jugée, il doit passer par le truchement du tribunal étatique qui, pour rendre exécutoire cette sentence arbitrale, doit prononcer les procédures, les ordonnances d'exéquature. Les ordonnances d'exéquature, ce sont des ordonnances qui donnent l'autorité de la chose jugée à un règlement alternatif. Ça peut être arbitral, etc. Donc, tous ces développements ils vont être d'ailleurs favorisés par l'existence d'organisations qui ne sont pas forcément transnationales par leur statut, mais qui le sont par leur fonction. C'est ce que je viens de citer, par exemple, la Chambre de commerce international et la Cour d'arbitrage, ainsi que le Centre international pour le CIRDI de la Banque mondiale, la CCI, la Chambre de commerce internationale de Paris, qui est une cour arbitrale, la Cour de Londres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces cours-là, ces cours arbitrales, qui nous font du règlement des différents alternatifs, c'est pas du règlement des différents judiciaires, ça passe pas par des cours de l'État, mais c'est de l'arbitrage. L'arbitrage sont des particuliers, ce sont des arbitres, ce sont des professions libérales qui règlent les différends soit entre un État et un investisseur, ou bien des acteurs privés ou des acteurs transnationaux tout court sur la scène internationale. Alors ces cours, il y en a plein, et ils sont plusieurs. Il y a des institutionnels, non institutionnels, il y a le CIRDI qui est en fait euh, euh, qui est un organe de règlement de la Banque mondiale, arbitral, qui s'occupe du chapitre investissement. Vous avez les chambres, il y a plusieurs chambres donc, de commerce de Paris, de Londres, la Haye, etc. Ce sont des chambres privées, ce sont des ONG, ce sont des structures de règlement alternatives d'ordre privé. Mais elles vont jouer un rôle
tellement important au point où tout le règlement des différends quasiment va passer par ces structures-là, mais il ne va jamais passer par les cours de justice étatiques. Et ce qui est important, c'est que quand ils rendent des sentences arbitrales, autant dans les pays, en fait, enfin, dans une ère de monde, dans tous les pays, en fait, parce on n'est plus dans l'ère de la dichotomie Est-Ouest, on est dans une ère, effectivement, où le marché est généralisé. Ben ces règlements vont constituer des sources originales du droit transnational. C'est des quasi-jurisprudences, en fait. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des structures qui vont se juridiciser à partir du moment où leurs sentences vont devenir des sources du droit international, au même titre qu'une jurisprudence d'une cour étatique. Et c'est pour ça qu'on peut avancer très aisément l'existence. En fait, tous ces faits permettent de considérer l'existence, vont contribuer à la formation d'un ordre juridique transnational, mais qui n'est donc ni national ni international, mais c'est un ordre juridique transnational qui en tout cas existe. À quel niveau de maturité il est arrivé, enfin il y a beaucoup de divergences à ce niveau-là, mais en tout cas il existe. Alors vraiment, surtout quand on va un petit peu creuser dans la matière des contrats transnationaux, notamment de portée générale, et donc qui renvoie à tout ce qui est responsabilité contractuelle transnationale, on est vraiment en présence d'un ordre juridique transnational, c'est un ordre fonctionnel qui va être limité par nature à la vie commerciale, certes parfois l'investissement, certes il est incomplet, comme on l'a dit tout à l'heure, mais en tout cas qui présente les caractères d'un ordre juridique autonome. Et donc, l'élaboration d'un droit d'une portée aussi étendue, il peut résulter que de la jurisprudence concordante des tribunaux d'arbitrage transnationaux. Bien. Alors, les tribunaux arbitraux, pour régler leurs sentences, et comme il n'y a pas encore d'usage commun suffisamment consolidé pour avoir une véritable valeur coutumière, ils vont bien sûr avoir recours au droit national particulier pour régler, parce qu'ils vont renvoyer en fait à des droits, à un droit national, en termes bien sûr normatifs. Ils peuvent aussi se tourner vers le droit international ou vers des principes généraux du droit, ce qu'on appelle le patrimoine commun de tous les systèmes juridiques de droit. Et donc, l'essentiel, c'est qu'on est sûr qu'il y a une inauguration de ce droit transnational. C'est vrai qu'il reste un petit peu limité par le fait, il reste limité par le fait que ce qu'on appelle la production jurisprudentielle n'est pas encore, on n'est pas encore à la phase plutôt de la valeur coutumière, la création de valeurs coutumières de par ces tribunaux arbitraux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la démarche, nous sommes
configuration nouvelle, effectivement, de la conscientisation de l'existence d'un troisième droit, en fait, d'un troisième droit qui serait plutôt entre guillemets transnational. D'autre part, il faut savoir que certains contrats transnationaux, excusez-moi, je vais juste passer à l'autre. Bien. Alors, maintenant, dans certaines, quand vous allez décortiquer quelques contrats d'État, les contrats entre les investisseurs et l'État, les contrats vont contenir le droit, ou bien ils vont contenir les règles du droit international ou les principes du droit international qu'ils voudraient voir appliqués au contrat en cas de différend. Donc, ils vont désigner ces contrats internationaux, notamment les contrats d'État, ils vont désigner expressément le droit international qu'ils désirent voir appliqué à leurs éventuels différends. Donc, ils vont désigner expressément ce droit international soit comme droit applicable au contrat, soit ils vont désigner ce droit international, ils vont désigner tout seul, soit avec d'autres règles. Et on appelle ça, ces types de désignations, on les appelle des clauses. Par exemple, la clause compromissoire. La clause compromissoire, c'est une clause qu'on va retrouver intégrée dans un contrat transnational, dans un contrat par exemple d'État, qui va expressément désigner quel est le droit qui va être appliqué en cas de différend, mais aussi quelle est l'instance qui va régler le différend. C'est l'exemple, par exemple, si dans une clause compromissoire, il renvoie au CIRDI, donc là, on renvoie au traité de Washington, à des règlements des différends en remontant à la Convention de Washington de 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Si maintenant il renvoie à une clause, je sais pas moi, une clause ORD, donc là, on renvoie à des règlements des différends relatifs aux normes conventionnelles, traité de Marrakech par exemple, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le droit international conventionnel, ou bien ce qu'on appelle coutumier, il ne s'applique pas au contrat en tant que tel, c'est-à-dire sur la base de sa propre autorité. Il s'applique uniquement sur la base de la clause contractuelle qu'il a rendue applicable. Il n'a pas une autre autorité que celle du contrat lui-même. Donc, la référence dont il a fait l'objet a eu pour effet d'incorporer dans le contrat l'ensemble des règles qui le constituent. Et c'est ce qui en fait va transformer la nature juridique du contrat. Le droit international,
comme on l'a rappelé, s'applique au rapport interétatique. Il s'agit d'un droit public qui est spécialement modelé par les particularités des relations internationales. Et sa transposition à des relations privées d'une nature toute différente ne va pas s'opérer sans difficulté. Alors, je vous explique un petit peu. Le droit, en fait, il faut savoir que le droit international ne comporte pas de règles en matière de droit des contrats. Au lieu et place figure le droit des traités. Ou plan des idées de la théorie générale du droit. Alors là, je vais un petit peu travailler avec vous cette relation étroite pour vous expliquer un petit peu cette partie-là entre les traités et les contrats. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un traité, les deux, ils ont une nature conventionnelle, on va le voir, surtout quand on va faire le règlement des différends. Sauf que les transactions commerciales réalisées entre particuliers par contrat et les différentes opérations qu'effectuent les gouvernements entre eux par le moyen du traité va créer des différences qui peuvent être considérables au point de vue du régime juridique. En fait, c'est précisément ce régime qui est en question. Je vous donne un exemple. On peut citer par exemple la règle Pacta sunt servanda. C'est une règle susceptible d'être appliquée aux contrats entre particuliers. En international, toute convention valablement conclue oblige ceux qui y sont partis, qui doivent l'exécuter de bonne foi. Donc, on est dans le principe de l'exécution de bonne foi. Sans cette règle, l'idée même de convention perd toute signification. On avait vu ça dans les traités internationaux. Parce qu'en fait, cette règle Pacta sunt servanda, l'objectif c'est de rendre définitif et irrévocable unilatéralement les engagements pris par les parties les unes vis-à-vis des autres, une fois bien sûr que le traité a été ratifié. Et c'est un peu, ça vaut, et cela vaut aussi pour les contrats que pour les traités. Sauf qu'ici, ce qu'il faut savoir, c'est que la bonne foi, elle oblige à respecter. Et ce type d'obligation, elle est variable en fonction, bien sûr, des systèmes juridiques, mais aussi suivant la nature des transactions en cause. Est-ce qu'on est dans un contrat de droit privé entre deux particuliers, ou bien dans un contrat de droit public, ce qu'on appelle le contrat d'État, ou bien on est dans un traité. Alors, ce principe Pacta sunt servanda, c'est qu'une expression commode pour désigner de façon synthétique un régime juridique assez complexe, parce que les panels de différenciation vont changer. Le passage d'un contrat entre, enfin, la force de la chose quand on parle d'un contrat de droit privé ou contrat de droit public, ou bien contrat privé-État, est un marqueur de différence. Donc ici, le plus important, c'est pas de poser la règle, qui de toute façon va de soi, mais c'est de dire, excusez-moi, mais c'est de déterminer les limites et ces exceptions. À quelles conditions un traité sera-t-il valablement conclu? C'est-à-dire, dans quel cas pacta deviendra-t-elle applicable? À partir de quel moment, dans quelles circonstances cesse-t-il d'être valable? On l'avait vu dans le cours sur les traités. Dans quel cas l'obligation résultant de pacta est-elle suspendue ou éteinte? On avait vu l'extraction des traités. Alors, là, en pratique, c'est très important de poser ces types de questions. Le problème, c'est que ces types de réponses à ces questions, lorsque le droit international les a élaborées, ces réponses, il les a élaborées en considération des particularités des rapports interétatiques. Mais il n'a pas élaboré ces réponses en envisageant des rapports État particuliers ou bien des rapports privé-privé, plutôt entre particuliers. Alors, donc, justement, ce qui est sûr ici, c'est que ces règles-là,
elles sont difficilement, on ne peut pas confirmer qu'elles sont adaptées aux circonstances très différentes qui entourent la conclusion et l'application des contrats commerciaux entre particuliers. Il n'est pas dit qu'elles sont adaptées aux circonstances différentes qui entourent la conclusion et l'application des contrats entre un particulier aussi et un État. On a vu donc contrat d'État. Entre un contrat entre un État d'origine, plutôt d'accueil de l'investisseur et un investisseur, eh ben, il n'est pas dit justement que dans ce cadre de contractualisation, euh, euh, que ces règles-là sont adaptées à ces circonstances-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de réserves, on met beaucoup de réserves à référer au droit international, euh, à référer plutôt à un contrat euh, au droit international. Justement, ici, les principes et les règles qui constituent le droit international ne sont incorporés au droit applicable au contrat que dans la mesure où ils ne sont effectivement applicables à des relations conventionnelles de caractère commercial entre particuliers, ou parfois entre un État agissant, ce qu'on appelle l'État d'accueil, et un particulier. Troisième niveau, c'est que les principes on avait parlé une fois de la troisième source du droit international économique qui étaient les principes généraux de droit. Alors, si on veut appliquer en termes de règlement des différences et principes, d'ailleurs, le droit international économique, c'est un droit qui exprime beaucoup de prédilection par rapport aux principes généraux de droit. Euh, Justement, les principes généraux de droit constituent une bouée de sauvetage pour un juge en difficulté. Je vous explique pourquoi. Les principes généraux de droit, ils ont un caractère très général. Et justement, cette généralité leur permet de s'appliquer à une multitude de situations différentes. Elles sont très éponges, très flexibles, très malléables. Euh, et à chaque fois qu'on veut justifier, enfin un juge veut justifier une solution, il est très rare de ne pas trouver un principe général de droit susceptible de justifier cette solution. Alors, ils ont ce caractère, ce qu'on appelle éponge, très très flexible et en même temps, leur imprécision les rend particulièrement malléables. On peut les invoquer, enfin l'arbitre, etc., peut les invoquer dans des sens différents. Donc là, le juge, l'arbitre, il dispose d'une grande liberté d'interprétation, soit pour corriger les effets à son sens malencontreux d'une application stricte d'une règle de droit mal adaptée, ou bien pour remédier aux insuffisances des ordres du droit positif. Et c'est pour ça que les principes généraux du droit, je l'avais dit, c'est une source de prédilection. Elles sont privilégiées en droit international économique aux sources conventionnelles. Alors justement, cette possibilité de recourir aux principes généraux de droit, elle paraît très prisée par le régulateur international. Alors, je m'étais arrêtée la fois passée un petit peu sur les principes généraux de droit, comme, qui sont prévus comme solution adaptée par l'article 38 du statut
qui va citer en fait les principes généraux comme pouvant être appliqués par la Cour après les traités, la coutume, etc. J'avais soulevé aussi les très sérieuses difficultés d'interprétation, non seulement en raison de la malencontreuse précision relative aux nations civilisées, que j'avais expliqué la fois passée, mais aussi quant à la nature même des principes en question. Donc, à titre de rappel, les principes généraux de droit qui sont visés à l'article 38 seraient des principes tellement inhérents à la pensée juridique qu'ils se retrouvaient pratiquement dans tous les grands systèmes de droit et auraient donc leur place presque par nécessité dans l'ordre juridique international, qui est lui-même admis par tous les États où ceux-ci doivent par conséquent retrouver le reflet de leur conception juridique. Ici, les principes dont on a parlé la fois passée sont représentés en dégageant justement ces principes du désordre, de ces ordres, les principes que ces ordres justement ont en commun. Encore faut-il ici distinguer les principes des principes généraux du droit international, qui par contre constituent des principes propres au droit international. Mais ça, c'est assez compliqué à votre niveau. Je ne vais pas trop m'arrêter sur ça. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que le fait, et puis compte tenu des divergences de conception qui existent entre les États et les grands systèmes de droit dans le monde en matière de droit public, compte tenu de tout cela, il y a fort à parier que les principes généraux de droit vont avoir, d'ailleurs c'est le cas, en droit international économique, ils ont plus de chances d'apparaître dans la sphère des rapports privés et dans le secteur de l'organisation étatique le plus proche des particuliers, c'est-à-dire en matière de procédure judiciaire. Donc ici, on se trouve placé dans la difficulté de transposer à des rapports interétatiques des notions conçues comme des relations entre particuliers. Donc, ce sont des principes qui sont plus ou moins ouverts par rapport aux autres sources du droit. Ils vont très souvent être invoqués par les parties à des instances arbitrales, notamment en matière d'investissement, etc. Et elles sont quand même assez rares dans les autres matières de droit international. Mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'elles vont être assez présentes dans les règlements des différents. Donc là, alors justement, rapidement pour conclure, je suis en train de vous expliquer que il y a une historicité qui fait que ces principes généraux de droit ont connu un fiasco de l'insuccès dans le droit international. Les mêmes raisons, en fait, les raisons de l'insuccès des principes généraux dans le droit international ont été en fait les raisons du succès de ces principes généraux dans ce droit international économique et aussi dans ce droit transnational. Ce droit, donc je disais, ce droit des lex, en fait, ces différentes lex. Et donc, c'est pour ça que c'est très approprié de soumettre ces rapports juridiques entre partenaires venant de toutes les parties du monde à des principes figurant dans les divers ordres juridiques nationaux dont ils sont justement les sujets et auxquels ils sont habitués.
Mais en fait, ici, il faudrait prendre les principes pour ce qu'ils sont, mais pas chercher dans le droit international où ils ne se trouvent pas. Donc justement ici, avec les principes généraux de droit tels qu'on vient de les expliquer, le droit transnational, ce qu'on appelle la lex mercatoriale, ou bien tout simplement la lex en général, ce droit transnational, il va disposer d'une base normative solide et suffisamment large à partir de laquelle les tribunaux d'arbitrage pourraient élaborer un corps de règles plus détaillé par leur jurisprudence. Justement, pour conclure, ce droit transnational, ce qui est sûr, c'est qu'il peut disposer d'un système de sources autonomes, euh, dont les principales, peut-être pas les seules, seraient les usages de la communauté marchande et industrielle, par exemple, de la communauté pétrolière ou de la communauté technologique, dans la mesure où ces usages sont assez convergents et constants pour permettre l'apparition des règles coutumières, entre guillemets, définition euh, modernisée, et les principes généraux du droit commun aux principaux systèmes juridiques du monde, tels qu'ils sont dégagés par les tribunaux d'arbitrage transnationaux, dans la mesure où une jurisprudence suffisamment constante se dégage de leurs décisions et est assez bien connue pour faire autorité. Alors, pour l'instant, seul le CIRDI a cette autorité-là. Seul le CIRDI dispose de l'autorité de la chose jugée en tant que structure arbitrale. Alors, au niveau du règlement des différends et de contrôle d'application du droit, effectivement, il y a un début de fonctionnement justement de ces relations lex, de ces relations transnationales. Au niveau de la théorie du droit, là aussi, on est très à l'aise dans cette théorie à parler d'un ordre juridique transnational, l'ordre lex, lex mercatoria, lex. On peut même ajouter que, en fait, le droit transnational va se présenter d'ores et déjà comme, pour l'instant, il se présente comme un ordre juridique peut-être embryonnaire, mais en tout cas distinct, à la fois de l'ordre juridique international, mais aussi des droits nationaux. Donc c'est un droit, cet ordre, il se développe, je conclus, il va se développer de façon indépendante. Son origine va lui assigner une place bien particulière par rapport aux autres ordres juridiques de caractère étatique ou interétatique. N'empêche qu'il est quand même subordonné au droit international, tout comme bien sûr les droits nationaux. Sauf que son autorité dépend aussi de la tolérance des ordres juridiques nationaux, devant lesquels il doit s'incliner en cas de conflit, du fait même que les acteurs de la vie transnationale restent soumis au droit interne pour leur statut personnel et sous de nombreux autres aspects, notamment quant à l'application des lois fiscales, des lois sociales de façon générale, des règles d'ordre public, etc. Cette dépendance, elle va encore augmenter lorsqu'ils ont besoin de faire concours aux autorités nationales, donc les tribunaux des autorités nationales, par exemple notamment en matière de voies d'exécution. Je vous avais parlé des ordonnances d'exéquatur tout à l'heure. Alors là, il faut savoir que le droit transnational, il peut être appliqué par les tribunaux d'un État déterminé. Donc les tribunaux ne peuvent donner les ordonnances d'exéquatur euh, pour faire appliquer ce droit transnational, mais l'ex mercatoria ou bien l'ex pétrolia ou l'ex, ils ne peuvent appliquer ce droit transnational, en fait le droit
national ne peut appliquer ce droit que si les tribunaux d'un État déterminé, que s'il est accepté et reconnu par le droit de cet État, bien sûr par les tribunaux. Alors là, je parle des limites célèbres, classiques de ces règles de conflit de loi, les limites relatives aux règles qui lui font place à côté du droit étranger, etc. Donc tout dépend du degré d'ouverture de chaque droit national. Je vous donne un exemple. En Bolivie, à un certain moment, alors que le droit transnational a été installé dans les contrats d'État, les clauses compromissoires, l'État bolivien avait autorisé, était d'accord pour qu'au niveau du règlement de ces différends avec les différents investisseurs, au cas où il y aurait un différend relatif à l'investissement des investisseurs étrangers, l'État bolivien se fasse devant des autorités alternatives non étatiques arbitrales, comme le CIRDI. Et voilà, donc il y a eu une évolution politique qui a fait qu'à un certain moment, la Bolivie est revenue à la théorie Calvo, la doctrine Calvo, qui parle de nationaliser l'ordre juridique interne et que seuls les jugements des cours étatiques vont prévaloir sur les autres types de jugements. Il a fallu ces décisions-là et d'autres décisions comme le fait de renoncer à la Convention de Washington donnant naissance au CIRDI, donc on peut reconnaître la compétence du CIRDI, pour en fait déstabiliser tout cet ordre transnational et ce droit transnational auquel, par exemple, cet État, la Bolivie par exemple, avait accepté, avait reconnu avant cette dénonciation en 2007, en 2009. Donc, ce droit, en fait, cet ordre transnational, c'est un ordre, certes, qui peut parfois être remis en question par des réflexes souverainistes, ce qu'on appelle la doctrine Calvo, par des réflexes souverainistes qui peuvent, exemple de réflexes souverainistes, nationalisation des biens. L'exemple de l'Algérie à un certain moment avec exemple de réflexe souverainiste, refus des ordonnances d'exécuter les sentences arbitrales en refusant de prononcer les ordonnances d'exéquatur, plutôt en obligeant les tribunaux internes à ne pas prononcer les ordonnances d'exéquatur. Là aussi, ça peut mettre à mal et déstabiliser ce qu'on appelle ce droit transnational, ce qu'on appelle ces différentes lex. Bien. Alors, oui, donc bien. Donc voilà un petit peu en gros, j'ai essayé aujourd'hui de terminer avec vous cet ordre, ces sources de tiers ordre, qui ces sources de tiers ordre qui ne se rattachent ni aux ordres juridiques nationaux, ni à l'ordre juridique international, donc interétatique, et qu'on appelle en fait génériquement sources de tiers ordre. Donc, ce sont des sources qui vont naître de l'effort concerté des opérateurs, plus précisément des firmes multinationales, ce qu'on appelle les firmes transnationales, puisque en fait, ces dernières ont une incidence, un impact sur les relations internationales telles que leur effort concerté serait de nature à produire des effets macroéconomiques. C'est l'exemple, par exemple, à un certain moment de l'Alex Petrolia, qui a été le produit de l'entente entre les principales sociétés pétrolières américaines et européennes, les Seven Sisters. Et cette Lex pétrolière avait réglé pendant 3 décennies l'exploitation et la distribution des hydrocarbures à l'échelle planétaire. Il y a aussi le deuxième exemple, c'est le cas
l'action des banques internationales qui a permis la création puis le prodigieux développement d'un marché monétaire et financier, ce qu'on appelle les euro-devises privées, les euro-devises, les euro-obligations. Voilà donc pour ce troisième, enfin ces sources de tiers ordre. Je vais un petit peu voir si vous avez, je reviens en arrière. Pour voir que si vous avez des questions, je reprends juste la page si vous permettez. Et voilà, on commence les chats. Oui, alors transnational justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, le transétatique, transnational, c'est la même chose. En fait, c'est tout ce qui transcende l'État. Transnational, ça renvoie vers les relations internationales, c'est tout ce qui transcende des frontières étatiques, les frontières, la souveraineté étatique. Donc cet ordre transnational, il n'est pas, c'est un tiers qui transcende des frontières étatiques en interne et à l'international. Qui dépasse, qui ne dépend pas, c'est un ordre qui ne dépend pas de la centralité de l'État en interne ou bien de la volonté de l'État en international. Vous voyez, d'autres questions? Merci Cédric. Bien, alors j'attends un petit peu vos questions si vous en avez.